Même si vous n'avez pas lu la Torah et que vous avez simplement vu Indiana Jones, vous savez qu'au cœur du temple de Jérusalem se trouvait l'Arche Sainte et que cette boîte renfermait les tables de la loi reçues par Moïse au Sinaï. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'à côté des tables de la loi se trouvaient aussi, selon un maître du Talmud, les débris des premières tables brisées par Moïse à la vue du veau d'or. Dans ce même petit espace duquel émanait le Verbe divin, se jouxtaient donc deux types de littérature. Le texte officiel et intact des deuxièmes tables et le texte fracassé, éclaté des premières tables. Et c'est à ce midrash que j'ai pensé, Michel Valenzy, en préparant cet entretien que nous réalisons avec vous à l'occasion du 40e anniversaire des éditions de L'Éclat, que vous avez fondé et dirigé encore aujourd'hui avec Patricia Farazi. Bonjour Michel Valenzy et Mazal Tov. Merci, bonjour Ruben Ligman et merci de votre invitation. Avec plaisir. Alors, j'ai trouvé que c'est un midrash qui résonne avec l'esprit qui habite votre maison d'édition, parce que vous la présentez comme une maison d'édition marquée par une préférence pour les marges. C'est quoi de la littérature des marges? C'est effectivement un catalogue qui est constitué de marges. Marge dans lequel on écrit les commentaires. C'est aussi l'espace idéal pour commenter la littérature. Et le nom de la maison d'édition vient aussi de cette fragmentation. Alors, le terme éclat, il est formidable pour ça, parce qu'en fait, il a deux sens. Il a ce sens de lumière. Et la première phrase qui nous était... Enfin, disons que l'origine du nom de la maison d'édition vient d'une phrase de Saint John Perse qui est... On m'appelait l'obscur et j'habitais l'éclat. Ça, c'était le premier terme. Mais évidemment, ce terme de lumière se complétait par la fragmentation, par le vase brisé, par le miroir brisé, l'objet brisé. Et le travail éditorial, qui est un travail continu, consiste à rassembler ces morceaux brisés, éclatés, comme vous le dites, d'un corps... aux limites difficilement discernables qu'est la littérature, la pensée, l'écrit. Qu'est-ce qui caractérise un écrit éclaté? Les textes qu'on est amené à choisir dans beaucoup de cas, je ne vais pas dire dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, c'est ces textes qui, quand on entre... non pas qu'ils nous déstabilisent, mais ils nous questionnent, ils nous interrogent. Ils nous perturbent. Ils nous perturbent, ils nous désorientent. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'en sort pas comme on y est entré. Il y a peut-être ça, non? Et c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve à peu près partout, que ce soit dans la littérature, dans la poésie, ou même dans la philosophie, ou dans la pensée. Et dans la Kabbale, on va le voir. Et aussi dans le Limoud. Dans la Kabbale, effectivement. Quoi. Est-ce que les éditions de l'Éclat sont une maison d'édition juive? Oui, vous m'aviez dit que vous me poseriez la question. Et je vous la pose. Et donc, elle est posée maintenant, et moi, j'y ai réfléchi. On avait publié un ensemble de textes de Charles Mopsic, l'année qui a suivi sa disparition en 2003. On était très liés à Charles Mopsic, on a publié différentes choses avec lui. Et après sa disparition soudaine, brutale, qui nous a vraiment tous choqués, j'ai proposé à Lynn Mopsic, sa veuve, de faire un volume qui rassemblerait 25 études de Charles Mopsic sur la mystique juive. Et le premier texte, le texte qui ouvre cette anthologie, qui est un gros volume intitulé « Chemin de la Kabbale », c'est un texte qui s'appelle « Kabbale et soucis philosophiques ». Je trouve que le terme de souci est un terme extraordinaire et très parlant, très évocateur. La Kabbale n'est pas un texte de philosophie. La Kabbale est un corpus qui se soucie de la philosophie. Et je pourrais reprendre finalement cette formule de Charles Mopsic par rapport au judaïsme. Je ne sais pas si la maison d'édition, l'édition de l'Éclat, est une maison d'édition juive, mais disons que la maison d'édition de l'Éclat se soucie du judaïsme. Elle s'en soucie à tout moment. Elle s'en soucie quand elle publie Abraham Aboulafia ou Avrom Suskever. Alors, à l'occasion de ce 40e anniversaire, vous publiez un petit livre qui contient tous les livres, les petites notices avec tous les auteurs, tous les titres des 505 livres que vous avez publiés. Oui. Bravo, depuis 40 ans. On y trouve des noms
aussi prestigieux et aussi divers et variés que Pic de la Mirandole, Nietzsche, Guillaume Apollinaire, Baruch Spinoza, Abraham Aboulafia, Gershom Scholem, Stéphane Moses, André Neher, plus près de nous, Shmuel Trigano, Denis Charbit, c'est juste pour dire l'amplitude, il y en a plein d'autres encore, l'amplitude des auteurs et des thèmes aussi. Alors, au cours de ce moment, on va essayer de sonder le creuset biographique, les hasards de l'histoire, les lectures, les rencontres aussi qui ont rendu l'éclat possible. Et on va essayer de dessiner, chemin faisant, les contours de ce qu'on pourrait appeler, non pas une ligne, mais une courbe peut-être éditoriale. Avant l'éclat, il y a une personne, il y a vous, Michel Valenzy. C'est quoi ce nom, Valenzy? Il y a deux personnes au départ. Ouais. Il y a Michel Valenzy et Patricia Faradi, avec des attributions et des fonctions différentes malgré tout. Patricia Faradi est écrivaine, on dit aujourd'hui. Ouais. Et donc, elle apporte au catalogue toute la partie imaginaire, littéraire. Elle accompagne ou suscite les ouvrages. Après, moi, j'ai un travail qui est plus un travail éditorial de constitution des ouvrages, mais qui, sans cette matière première, sans cet élan premier, n'existerait pas. Il se trouve qu'on a tous les deux eu des expériences avec l'édition classique dans les années, fin des années 70, début des années 80, où des manuscrits de l'un ou de l'autre avaient circulé dans un nombre incalculable de maisons d'édition. Avec qui on a été en contact. C'est-à-dire que ces manuscrits n'étaient pas refusés, puisque les éditeurs ont souhaité l'un et l'autre nous rencontrer pour discuter. Ils en étaient très souvent enthousiastes. Et on s'est rendu compte à quel point il existait une catégorie de textes qui ne passait pas, je veux dire, qui n'arrivait pas à passer la rampe de cet enthousiaste même des éditeurs pour des raisons. Alors, est-ce que ce sont des raisons commerciales? Est-ce que ce sont des raisons de... comment dire? On cadrait pas. Et c'est à partir de là où on s'est dit qu'il devait quand même y avoir la possibilité de créer un cadre pour des textes qui ne cadraient pas. De la catégorie des hors-catégories. Voilà. C'était un peu ça l'idée. Et bon, les biographies communes ont fait qu'on a pu mettre ensemble ce projet de créer une maison d'édition, avec au départ des textes complètement farfelus. Le premier livre qu'on a publié est le texte d'un philosophe breton du 19e siècle, Jules Lequier. Lui, ça m'a interrogé, oui, ça. Pourquoi vous avez commencé par lui? Parce que c'est un livre extraordinaire. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais. Oui, on peut en parler un petit peu. Déjà, le titre. Le titre est « Comment chercher une première vérité ?» Mais dans le titre, Jules Lequier commence par trouver, puis ensuite il arrive à chercher. En général, on cherche, puis on trouve. Non, Lequier commence par trouver. Qu'est-ce qu'il trouve, en fait? Qu'est-ce que c'est que cette première vérité qu'il trouve? C'est sa recherche. Et donc, c'est cette démarche de recherche, cette démarche de aller vers qui est ce qu'on doit trouver quand on cherche la vérité. Il trouve le chemin, en fait. C'est ça, il trouve le chemin qui mène. Et c'est ça qui fonde, c'est ça la créativité. La créativité, c'est pas l'objet. La créativité, c'est le parcours. Et c'est ça et c'est comme ça que finalement, on a voulu, on s'est dit, on va parcourir un peu ce chemin qui va nous amener vers les textes. Et donc, ça a été le premier livre. Inaugural. Ouais. Voilà, le livre 1. Le deuxième était un roman donc, de Patricia Faradi qui s'appelait L'Esquive, dont un des personnages s'appelait Abraham Aboulafia. Je ne dis pas que c'est un nom qu'elle a choisi par hasard, mais c'est un nom qu'elle a choisi après la lecture de textes sur Aboulafia, mais qui l'a conduit à se rendre compte qu'il n'existait aucun texte d'Abraham Aboulafia qu'on pouvait lire non seulement en français, mais dans n'importe quelle langue occidentale, et quasiment ni même en hébreu. On est quel siècle, là, Abraham Aboulafia? Abraham Aboulafia, on est au XIIIe siècle. C'est la Kabbale avant la Kabbale, en fait. Oui, c'est une Kabbale qui est contemporaine de l'écriture du Zohar, pratiquement. En 1985, il n'existait aucune édition hébraïque en hébreu, d'ouvrages d'Abraham Aboulafia. Il y avait eu au XIXe siècle une petite édition à Leipzig, faite par Aaron Adolphe Jelinek,
de l'Épître des 7 voix. Et Patricia Faradzi est allée à la recherche de cette édition qu'on a trouvée à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, qui était un lieu magique à l'époque, avec ses grandes fenêtres. Et elle en a décidé l'édition. Mais on en a décidé l'édition un peu comme ça, sans savoir. On était totalement incapables, l'un et l'autre, à l'époque, de lire ces textes-là. Ce qu'on avait pu lire sur Aboulafia, c'était Gershom Scholem. Il n'y avait pas encore les ouvrages de Moshe Hidel. Mais seconde main. Oui, c'est ça. Scholem en donnait des citations. Je crois qu'il y a un poème de Aboulafia dans l'anthologie de Flegg. Enfin, c'était microscopique par rapport à une œuvre qui est extraordinaire, qui est énorme, énorme. Et on avait donc cette photocopie que nous avait fait Mme Levin, la bibliothécaire de l'Alliance israélite universelle, paix à son âme. Et il fallait donc trouver un traducteur, il fallait donc trouver quelqu'un qui accompagnerait ce volume, parce que... et donc le texte a été traduit par un tout jeune agrégé d'hébreu à l'époque, qui est depuis a fait carrière, comme on dit, comme jeune, comme agrégé et comme hébraïsant, c'est Jean-Christophe Attias. Oui. Et l'idée aussi était de le faire... il fallait trouver un préfacier, il fallait quelqu'un qui présente ce livre-là. Et on a été mis en contact par l'intermédiaire d'une amie avec Shmuel Trigano. Et donc c'est un coup de force quand même, de réunir Shmuel Trigano et Jean-Christophe Attias dans le même livre. En 1985. Oui, aujourd'hui, je ne sais pas si ça serait encore possible. C'est ça qui est la force demander. On est là aussi, peut-être. Oui, je crois. Je crois qu'on était un lieu où les gens pouvaient encore se parler, et se parlent encore, d'ailleurs, quand ils veulent bien se parler. Et donc Shmuel a préfacé l'ouvrage, traduit par Jean-Christophe et annoté par Jean-Christophe. Et la collection s'appelait Philosophie imaginaire. Et l'idée de la philosophie imaginaire, c'était d'accompagner justement, ce que j'ai dit au tout début, l'idée d'accompagner la pensée par de l'imaginaire. On partait d'un principe qui était énoncé par Marcel Schwob, un grand écrivain français du fin 19e, début du 20e siècle, qui avait écrit ces merveilleuses vies imaginaires, dans la préface desquelles il dit qu'on atteint la vérité d'un individu, non pas à travers sa biographie et l'énumération des faits de sa biographie, mais à travers l'imaginaire que peut générer, que peut développer le biographique. Il y a plus de vérité dans la fiction que dans le supposé réel. Oui, quand elle est portée par une volonté de vérité. C'est un peu ça l'idée. Comment on explique ça ? Oui, je ne sais pas. Bon, c'est ce qu'on fait un peu avec le Midrash aussi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est des fictions. Exactement. C'est ce jeu avec la pensée. La pensée, elle n'est pas... La pensée, elle n'est pas faite que de réel. C'est ce qu'on trouve aussi dans les contes racidiques. Absolument. C'est exactement le principe de la parabole. Mais vous dites que ça s'applique même aux biographies des gens. Si on veut saisir la vérité d'une personne, il ne faut pas aller chercher trop dans les faits. Je crois, en tout cas quand on lit les vies imaginaires de Marcel Schwob, on est bouleversé. C'est-à-dire que... la vie imaginaire de Paolo Uccello, qu'on a ensuite réédité dans un petit volume consacré à Paolo Uccello, est vraiment un chef-d'œuvre de vérité. Disons qu'on a une adéquation entre la biographie de Paolo Uccello et son œuvre picturale, qui est très énigmatique aussi. Enfin bon, ce qui voulait dire que l'idée de philosophie imaginaire, c'était de toujours accompagner un texte de philosophe, présenté par un philosophe, par une fiction, par une vie imaginaire de ce philosophe. Je vois bien que vous esquivez les questions sur les faits réels biographiques vous concernant. Alors on va passer par l'imaginaire, c'est pas grave. Tout à l'heure vous parliez du boulevard de Belleville. Vous êtes originaire en fait de Tunisie. Il se trouve que je suis originaire de Tunisie. Oui. Dans le réel. Vous êtes né en Tunisie ? Je suis né en Tunisie, oui. Jusqu'à quel âge ? En 1956. Oui. Quelques mois avant l'indépendance, et j'y suis resté jusqu'en 1963. Donc vous étiez un jeune enfant quand vous avez quitté. J'ai fait 2 années au lycée Carnot, comme on dit, mais des petites années, quoi, les petites classes. Et alors passons par l'imaginaire. Dans votre imaginaire, la Tunisie, ça représente quoi ? Oui, c'est très présent. Enfin, je veux dire, ce sont des années qui sont marquantes et dont on ne se sort pas, qu'on porte avec soi, quoi. Il se trouve que j'ai écrit un livre dans ma vie, mais je ne suis pas un écrivain. J'ai écrit un livre qui est un livre sur, justement, ce départ des Juifs de Tunisie, l'empreinte.
que par la force des choses et par aussi poussé par, entre autres par Patricia Faradzi, on a réédité à l'éclat il y a quelques années, parce que c'est un livre qui a été finalement publié après avoir été refusé par 22 éditeurs en France, tous très enthousiastes. Il a été publié à Tunis en 1983 par un éditeur tunisien, enfin juif tunisien, Gilbert Nakache, qui créait une maison d'édition à l'époque. Et ce livre a été ensuite... les éditions Salammbô qui l'ont publié ont disparu. On ne trouvait plus du tout l'ouvrage, mais malgré cela, il a été inscrit à l'université de Tunis dans un corpus de textes sur la littérature tunisienne d'expression française. Je ne savais pas que j'étais un écrivain tunisien d'expression française, mais bon, il se trouve que dans cette catégorie-là, je suis arrivé à rentrer. Et il était étudié, il a été étudié, et les étudiants et étudiantes travaillaient sur des photocopies. Donc c'est pour ça qu'on a pensé qu'il n'était peut-être pas inutile finalement de le faire reparaître en version poche. Il y avait une nostalgie de la Tunisie chez vos parents ? Je crois que le mot nostalgie est un peu faible. Ouais. C'est des gens qui ont... Mon père est né en 1908, ma mère en 1923. Mon père s'est battu pour l'indépendance de la Tunisie. Il a été un des dirigeants du Parti communiste tunisien. Et puis en 1963, avec l'interdiction du Parti communiste tunisien, il a dû quitter le pays, contrairement aux autres membres du parti musulman tunisien communiste, parce que les cadres du parti lui ont dit « on ne peut pas te garder, on ne pourra pas te protéger ». À cause de juifs ? À cause du judaïsme, oui. Le parti ne pourra pas défendre des militants juifs dans la clandestinité. Donc, et la phrase qu'a prononcée le secrétaire général du Parti communiste à l'époque à mon père, et que mon père a répété toute sa vie jusqu'à sa disparition en 1987, c'était « les masses tunisiennes ne comprendront pas ». Et comme les masses tunisiennes n'ont pas compris, mon père est parti en 1963. Mais il n'a jamais aux masses tunisiennes. Mais comment dire, les dirigeants communistes dans ces années-là n'expliquaient pas les choses aux masses. Donc c'était une immense blessure pour votre père. Bien entendu. Ouais. C'était une blessure. C'est un pays pour lequel il s'est battu, pour lequel il a été très actif en Tunisie. Il a participé à la création de la maternité de Tunis, de l'école de sage-femme. C'est un médecin. Et il a vécu jusqu'à quand, votre père ? En 89, il est décédé. Donc après l'éclat. Oui. Après oui, c'était un grand lecteur il était fier de ce projet ? Oui, je crois. De son Oui. fils ? Il allait, quand un livre sortait, il allait toujours dans 2 librairies, il achetait 2 exemplaires. Non, c'est vrai que il n'a jamais été naturalisé, il n'est jamais retourné à Tunis. Mais bon, donc tout cet exil était omniprésent à la maison, évidemment. Ouais. Ouais. Et votre mère, elle faisait quoi ? Ma mère était une... Mère au foyer ? Oui, mère au foyer, voilà. Vous dites qu'il était cadre du Parti communiste, donc j'imagine pas très religieux en termes juifs, pas trop du traditionnel. tout, non. Pas du tout. On ne respectait pas du tout les fêtes Si, on faisait les fêtes. Oui, on faisait les fêtes. Il était responsable au Parti communiste tunisien des relations avec la communauté juive. Son travail consistait à détourner les juifs tunisiens du sionisme et les ramener vers la voie droite du parti, et à l'époque de Saline, donc. Mais ça n'empêchait pas de faire les fêtes. Ah ben bien sûr que non. On n'allait quand même pas se priver de Msouki, de Preila, tout ça était indispensable à la survie de... Donc ça, c'est le judaïsme dans lequel vous avez grandi aussi. Évidemment. Oui. Évidemment. Traditionnel, en fait, finalement. Oui, je crois. Communiste orthodoxe, mais traditionnellement juif. Disons que c'était, un communiste, un judaïsme... Kibbutznikit, peut-être. Alors, on va revenir tout de suite sur le sionisme et cette vision particulière du sionisme que l'éclat porte. Je voulais rester un peu sur la Tunisie, puisque à la base, votre métier, c'était violoncelliste.
Et vous avez notamment été violoncelliste du premier spectacle d'un juif tunisien très connu, Michel Boujna. En effet. Qui est l'auteur du 3e livre de l'Éclat, le livre des Magnifiques. C'est vrai. C'est quoi l'histoire avec Boujna? Ça, c'est une histoire d'amitié d'enfance. On était très amis. Son père était aussi parti communiste et j'étais musicien. Il a voulu faire... Au moment où j'écrivais l'empreinte, justement, on avait un peu tous cette relation. Enfin, qu'est-ce qu'on allait faire de cet héritage? On voyait la génération de nos parents... porter ça avec toujours un peu de difficulté. Nous c'était juste un manque. Enfin, disons, c'était un trou dans notre histoire, parce qu'on était parti tôt, on n'en avait que l'écho, si vous voulez. Et donc, Michel Boujna, qui était comédien, qui faisait des spectacles tout à fait... une compagnie qui s'appelle la Compagnie de la Grande Cuillère, celle qu'il faut prendre pour manger avec le diable. Et Michel Boujna a eu ce besoin, finalement, comme moi j'avais pu avoir le besoin d'écrire l'empreinte, et donner à l'histoire de ce départ des Juifs de Tunisie une forme de parabole. Michel Boujna a voulu lui donner cette forme de spectacle. Et il fallait un contrepoint, finalement, à ce spectacle qui voulait être un spectacle drôle, parce que c'était important pour lui de faire rire. Je crois que la chose que voulait Boujna, c'était faire rire. C'était ça qu'il aimait. C'était ça qu'il aimait. Et donc, comme on était très proches, il m'a demandé de faire les musiques de ce spectacle. Et c'est une musique qui a été créée avec une contrebassiste. Donc la musique, c'était violoncelle, voix. Moi, je faisais violoncelle et voix et contrebasse. Et on a joué le spectacle sur scène pendant des mois et des mois, à l'infini. Vous êtes resté proche avec Michel Boujna? Oui, on est toujours en contact. Toujours en contact. Un dernier mot. C'est la première personne à nous avoir souhaité bon anniversaire quand on a annoncé les 40 ans des éditions. Là. Je voulais revenir un instant à la Kabbale, puisqu'on parlait d'Aboulafia. D'où ça vous vient cette fibre kabbalistique? C'est par la rencontre avec Charles Mopsik? Quand on a créé la maison d'édition, c'est quelqu'un qu'on est allé voir. Avec ce projet, justement, de l'Épître des 7 voix, c'est à lui, d'ailleurs, à qui on avait demandé, dans un premier temps, s'il ne voulait pas traduire l'Épître des 7 voix. Et Charles nous a reçus. Il était pris dans son énorme projet des 10 paroles de collection, etc. Il me disait qu'il était beaucoup plus attaché à des gros livres, des grands livres. C'était ça qu'il voulait. Il voulait que les grandes choses et les grosses choses, avec sa manière de parler, paraissent. Et là, il n'avait pas le temps. Et donc, c'est comme ça que les choses se sont faites. Mais on est resté très proches. On est resté en contact, disons. Et en 1993, je crois, 92, 93, on n'avait pas 10 ans encore. Bon, il nous a contactés parce qu'il avait un ouvrage qu'il voulait faire paraître et qui, pour X raisons, n'entrait pas dans le cadre de la collection Les 10 paroles qu'il avait l'intention qu'il dirigeait aux éditions Verdier. Au départ, puisque Charles Mopsik était un personnage curieux, au départ, il m'avait appelé pour me demander si je ne connaissais pas un imprimeur qui était prêt à l'aider à publier un ouvrage à compte d'auteur. Et ça va. Je lui ai dit, pourquoi Charles Mopsik a besoin d'un imprimeur pour publier des ouvrages à compte d'auteur? Et on s'est rencontrés, je lui ai dit qu'effectivement, je connaissais un imprimeur, puisque j'imprimais. Mais je voulais quand même savoir de quoi il s'agissait. Et c'est là où il nous a passé le manuscrit qu'il voulait publier à compte d'auteur et qui était Le secret du mariage de David et Bethsabée de Joseph Gicatilla. Texte minuscule, quelques pages, qui fait partie d'un ensemble de textes de Gicatilla sur le secret. Il y a le secret des tefilines, et puis il y a ce secret du mariage de David et Bethsabée, qui part d'une idée simple, qui est la destination des âmes. Enfin, disons, l'idée que Bethsabée, depuis le premier jour de la création, était destinée à David. Et que donc, cette dite faute de David, d'avoir tué Uri le Hittite, etc., d'avoir couché avec Bethsabée, etc., fautes pour lesquelles il ne sera pas Messie, d'ailleurs, dit-on. Ce sont les ruses de l'histoire. Voilà.
cette faute s'efface dans la mesure où Bethsabée lui était destinée depuis le premier jour de la création. Elle s'efface aussi parce que la seule faute que commet David, c'est, comme le dit Jikatila, sa trop grande hâte, son empressement. Il n'a pas respecté, et ça c'est encore une formule de Jikatila, le tempo du désir. C'est quand même incroyable. Et donc, Charles avait édité le texte hébreu dont il n'existait pas d'édition en hébreu, traduit évidemment, annoté, et voulait en faire une édition bilingue. Pour des raisons compliquées, les 10 paroles ne pouvaient pas accepter d'édition bilingue. Quand bien même en était-il le directeur, le fondateur, les autorités éditoriales ne souhaitaient pas que l'hébreu soit mélangé avec le français. Et donc Charles avait un projet d'édition bilingue de ce livre de Jikatila. Mais il n'avait pas que ce projet-là. Il avait un souhait d'une collection bilingue de textes dont il ferait les éditions. Et c'est comme ça qu'on a créé la Bibliothèque des sources hébraïques. Aux éditions de l'Éclat. Aux éditions de l'Éclat, qui n'a eu qu'un seul titre, le texte de Jikatila, parce que les enjeux étaient tels qu'il était difficile de poursuivre, disons, cette collection-là. Alors, quand le texte a été épuisé, j'avais dit à Charles qu'on allait le réimprimer, et il m'a dit, mais j'aimerais enrichir la préface. La préface faisait une 20aine de pages. Et en matière d'enrichissement de la préface, j'ai reçu un manuscrit de 200 pages, qui, bien entendu, rendait... Enfin, je veux dire, c'était un autre livre. C'était un autre livre. Et vous l'avez publié ? Cet autre livre, c'était un ensemble d'articles qu'on a intitulé « Le sexe des âmes », pour lequel Charles a pu... Donc, il a conçu l'ouvrage, nous a envoyé le texte, on a préparé le texte. Il y a eu un premier jeu d'épreuves qu'il a lu et corrigé. Je lui ai renvoyé ensuite le deuxième jeu d'épreuves et il m'avait téléphoné en me disant je rentre à l'hôpital la semaine prochaine, dès que je sors, je vous retourne les deuxièmes épreuves. Et il n'est jamais sorti. Donc le sexe des âmes a paru posthume. Terminé, mais posthume. C'est comme ça que la littérature engendre elle-même de la littérature. Exactement. Qui engendre de la littérature. Sans parler de la force d'un imaginaire négatif qui enrobe cette... Enfin, pas négatif, mais disons douloureux. Douloureux, oui. Douloureux, voilà, pas négatif, mais douloureux. Et c'est pour ça que donc j'ai publié Le sexe des âmes, qu'on a voulu accompagner de cet hommage qui est le livre Chemin de la Kabbale, qui rassemblait les 25 essais dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, de la Kabbale au sionisme, il n'y a qu'un pas. Quand on parle dans le cadre de l'Éclat, puisque vous avez publié des auteurs très importants du sionisme, Théodore Herzl, Gershom Scholem, très important, le prix d'Israël notamment, vous avez publié. Est-ce qu'on peut caractériser le sionisme, alors évidemment de Gershom Scholem, mais aussi peut-être celui de l'Éclat, sionisme anarchique? De ce point de vue-là, on est d'une fidélité et d'une orthodoxie à toute épreuve. Tout ce que dit Gershom Scholem est vrai. Alors c'est quoi le sionisme anarchique? Si vous voulez, ça part pas d'une conception forcément d'abord du sionisme, ça part d'une conception du judaïsme comme organisme vivant. Et donc comme organisme qui est amené à se transformer, à se déplacer. Et ce judaïsme mouvant est un judaïsme qui ne peut être défini par aucune autorité. Et ça, Scholem est très précis là-dessus, dans un texte justement du prix d'Israël sur qu'est-ce que le judaïsme. Aucune autorité n'est en mesure de déterminer ce qu'est le judaïsme. Je reviens à Charles Mopsik. Dans les chemins de la Kabbale, il y a un ensemble d'articles, et puis il y a 2 traductions inédites que Charles Mopsik avait faites et qu'on a publiées. Une traduction intégrale du Sefer Yetzira, donc le livre de la création, texte fondateur de la Kabbale, et puis un très court traité du Talmud, très peu connu, le plus court traité du Talmud, qui est le traité Guérim,
sur les prosélytes. Les convertis. Ouais. Les convertis. Oui, oui. Et c'est le type de sujet qui travaillait Mopsic. Il est dit dans le traité Guérim qu'une personne qui se trouve sur la terre d'Israël et qui veut devenir juif le devient immédiatement, sans l'intermédiaire d'une autorité rabbinique, quelle qu'elle soit. C'est une sorte de conversion immédiate de par là. Alors, effectivement, ça ne peut se faire que sur la terre d'Israël. Et donc, si vous voulez, ça, c'est cette dimension-là, cette dimension de non-nécessité de la médiatisation et de l'autorité, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que c'est ? Si c'est pas de l'anarchie, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est ça, l'anarchie. Je ne veux pas trop tirer, bien sûr, cet entretien vers l'actualité, comme on dit, mais en Israël, aujourd'hui, on a un pouvoir fort. Oui. Quelle est l'actualité de ce sionisme anarchique ? Est-ce qu'il y a encore une caisse de résonance pour ça ? Je l'espère. Je ne peux pas imaginer que... Enfin, je veux dire que l'histoire nous a réservé un sacré paquet de surprises avec des bouleversements du noir au blanc en 24 heures. On peut dire que dans les 6 derniers mois, on a une version de l'histoire qui est complètement renversée par rapport à tout ce qu'on avait pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans mon grand optimisme, je me dis pourquoi est-ce que cette version du judaïsme ne pourrait pas renaître, reprendre forme, etc. Après le 7 octobre, j'ai échangé une correspondance avec un très cher ami du kibbutz Nir Am. Kibbutz qui avait supprimé son réfectoire, vendu aux membres du kibbutz les différentes maisons, enfin la privatisation, qui a évolué vers le soi-disant inexorable de la modernité. Le libéralisme. Voilà. On a échangé ces lettres avec Avi Kadosh, donc du kibbutz Nir Am. La petite correspondance a été publiée d'ailleurs dans la revue Esprit par la suite. Avi Kadosh m'a dit à quel point ce moment du plus grand danger avait réveillé comme ça une sorte d'idée de ce qu'avait pu être le kibbutz. Et que la discussion tout d'un coup avait été accélérée, reprise. Je ne dis pas que ce soit un renouveau, disons, de l'esprit fondateur des kibbutz qui revenait tout d'un coup parce que 1200 Israéliens avaient été égorgés et massacrés par des assassins. Je ne dis pas ça. Mais je dis que j'espère que cette idée-là d'Israël pourra renaître d'une manière ou d'une autre, sous une forme probablement que nous ne connaîtrons pas. Mais je pars quand même du principe, et nous partons quand même du principe, et c'est le titre d'un extraordinaire article de Richard Marienstrass dans un livre publié en 1975 chez Maspero. Le livre s'appelait « Être un peuple en diaspora ». Mais dans ce livre, il y avait un article de Marienstrass qui était intitulé « Israël n'est pas négociable ». Titre écrit en 1967. Dans lequel Marienstrass défendait l'idée du non négociable d'Israël et désignait du doigt la gauche européenne incapable de comprendre l'importance de cet État dont il faut voir toutes les implications dialectiques, si vous voulez. Qu'est-ce que serait la diaspora aujourd'hui si Israël n'existait pas. Donc vous allez republier ce texte bientôt. On espère republier ce texte très bientôt. Je voulais, en nous acheminant un peu vers la fin de cet entretien, faire le lien aussi entre cette actualité bouillonnante, douloureuse, violente, et votre métier finalement, lire et produire aussi de l'écrit, donner à lire. On est quand même tous très, très agités aussi, depuis le 7 octobre, mais même tout ça s'inscrit dans une actualité encore beaucoup plus grande. Les réseaux sociaux, il y a un frétillement, il y a quelque chose, il y a une agitation permanente. Que peut la lecture face à tout ça ? Mais ça, je crois qu'elle est indispensable, essentielle.
avec cette retenue et cette distance qui est aussi tout aussi indispensable et essentielle. On essaye non pas de se tenir à l'écart de l'actualité, il ne s'agit pas de ça, mais en tout cas au niveau éditorial, oui. Oui. On peut se plonger dans Gershom Scholem et peut-être mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. Ah ben ça, je crois. Il y a une lettre de Gershom Scholem à Walter Benjamin en 1936, au moment des émeutes arabes, où des Juifs sont égorgés par des Arabes à Hébron, et où Scholem dit à Benjamin, heureusement que nous avons fait preuve de retenue et de sang-froid par rapport à ces massacres. Heureusement que nous n'avons pas réagi à la manière de ces assassins et de ces massacreurs. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on serait devenu. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quoi ? On serait devenu quoi ? On ne sait pas ce qu'on serait devenu. Mais je veux dire, cette retenue que prône Scholem dans un moment tout aussi tragique qu'a pu être le moment du 7 octobre. Il faut dire qu'il est déjà là-bas à ce moment-là. Il sait de quoi il parle. 23, il ne sait dit de pas quoi ça il parle. dans un salon Évidemment, C'est important de le préciser. Évidemment, oui, non, il est écrit. Il est exposé. Il est là depuis 13 ans, avec ce choix complètement solitaire, d'ailleurs, d'Alia. Il y avait une nécessité pour lui de la Palestine sous cette forme-là, et ça lui suffisait, dit-il à Walter Benjamin. Que la Palestine existe, cela me suffit, c'est une nécessité qui me suffit. On revient au non négociable, mais elle est suffisante. Il n'y a pas de... Mais avec une certaine retenue, et vous dites le livre est peut-être le truchement de cette retenue. Je crois. Je crois. C'est pour ça que, c'est vrai que comme tout le monde, on a été bouleversé, encore une fois, le mot est un peu faible par les événements récents, mais il n'était pas question d'accompagner ces faits par des publications, d'actualité. Frénétique. Voilà. Et alors, curieusement, la manière pour nous, quelle a été notre manière de parler de ces événements, c'est 2 livres. C'est un manuscrit qui nous est arrivé et sur lequel il travaillait déjà depuis plusieurs années, envoyé par le rabbin René Gutmann, ex-grand rabbin de Strasbourg, intitulé « Le baptême ou la mort » sur les massacres des Juifs pendant les croisades. Qu'on a reçu à Academ. Que vous avez reçu ici. Et c'est donc un travail de longue haleine que Gutmann avait entrepris, de traduire ces textes-là, de les accompagner d'une préface qui a été faite par une historienne, Aude-Marie Certain, et qu'il a accompagné, et ça c'est venu dans un deuxième temps. Il m'avait dit, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup qu'on rajoute les textes des Slichot sur la même période et là, on a des textes qui sont d'une beauté, la douloureuse, c'est même pas le mot, d'une beauté tragique. Dans un contexte de pogrom européen. Généralisé de plus de 5000 Juifs assassinés. Et l'autre petit volume qui a accompagné, si vous voulez, ces événements, c'est le livre que Patricia Faradzi a publié récemment, L'étoile et le flot, qui commence avec le grand massacre des Juifs de Barcelone en 1381, donc un siècle avant 1492. On a l'impression que l'histoire des Juifs d'Espagne commence... la grande date, c'est 1492, mais un siècle avant, les Juifs d'Andalousie puis de Catalogne ont été massacrés. Et ces massacres ont suscité dès le départ, dont un départ d'une partie de cette communauté qui part vers la Sardaigne. Où vous habitez. Où il se trouve que j'habite, oui. Et qui part vers la Sardaigne dans une ville qui s'appelait l'Alguer. Et donc le livre de Patricia Faradzi, donc L'étoile et le flot, est le récit d'une famille qui part donc de Barcelone en 1491, arrive à l'Alguer et va créer une sorte de génération de femmes, une famille qu'on retrouvera ensuite à Ferrare en 1943. Voilà, donc c'est un peu... Et je pense que parmi les livres publiés chez L'Éclat, qui permettent aussi de mieux penser l'actualité, il y a aussi Misère de l'antisionisme, d'Yvan Segré. Effectivement, ça c'est un ouvrage qu'on a publié il y a quelques années, avant les événements du 7 octobre. Bon, ça c'était aussi... Je pense que
je pense que l'antisionisme est plus que misérable. Et je trouve que ce petit texte de Segret était tout à fait utile. C'est peut-être le seul pas qu'on a fait dans le pamphlet polémique d'actualité. Mais bon, de temps en temps, il faut faire il faut faire ce qu'on n'a pas fait. Voilà. En plus de tous ces livres qu'on vient d'évoquer et que je recommande vivement, il y a donc ces 2 petits livres que vous publiez à l'occasion du 40e anniversaire, qu'on peut se procurer gratuitement. Oui, qui sont offerts par les libraires. Le catalogue de tous les auteurs, tous les textes, et 20 préfaces en forme de livres. Eh bien, longue vie aux éditions de l'Éclat. Merci beaucoup. Merci Michel Valenzy. Merci de votre accueil. Et puis bon. Merci à vous pour votre fidélité et votre écoute.